Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo printanière devant ce magnifique sol pleureur en pleine floraison. Au printemps, là j'ai vraiment plein de fleurs partout. Là je vois des pruniers, des pêchers en fleurs. C'est vraiment chouette de voir tout ça et tout un tas d'autres fleurs sauvages également. Ça fait plaisir et du coup les abeilles butines, c'est vraiment une belle période pour penser à nos amis pollinisateurs. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que chez moi j'ai une ruche de biodiversité, c'est-à-dire que c'est une ruche qui est juste un habitat pour les abeilles. Je ne récolte pas de miel, je les laisse tranquilles, je m'en occupe pas du tout en fait. Juste elles sont présentes, elles font leur vie librement. Et comme moi, ma ruche, je m'en occupe quasiment pas, à part avoir réuni les conditions idéales, je fais rien d'autre. Dans cette vidéo, pour parler d'abeilles, je suis allé à l'encontre de personnes qui s'occupent d'abeilles depuis bon nombre d'années. Et puis c'est parti pour cette vidéo des abeilles des ruches au printemps. Du coup, il y aura dans cette vidéo Bernard Bertrand, qui est très connu dans le milieu de la permaculture, de l'autonomie, du jardinage, de la vannerie et également au niveau de l'abeille. Il est entre autres choses auteur du livre Ruches de biodiversité et créateur du magazine Abeilles en liberté. Mais il ne sera pas tout seul dans cette vidéo à parler avec nous. On sera également chez Nina et Jacques de la chaîne Destination Bonheur. Et sur cette chaîne, il est possible de trouver tout un tas de vidéos qui parlent des abeilles, d'apiculture, des produits faits à base de miel. Et donc toutes les images d'abeilles que vous voyez actuellement ont été filmées par eux chez eux. Et la première question que j'ai envie de poser, c'est quand on a un rucher, quand on a des abeilles, que doit-on faire au printemps pour bien s'occuper d'elles? Principale action, ça va être de la surveillance. Surveillance de l'activité autour de la ruche. Les abeilles doivent commencer à rentrer du pollen qui va permettre de nourrir les jeunes larves et qui vont faire que la colonie va se développer. Et l'objectif de la ruche au printemps, ça va être d'essaimer pour se multiplier avant même de grossir et de faire les réserves pour passer la saison tranquille. Donc c'est principalement là encore une surveillance. Il y a des signes qui montrent que la colonie va essaimer. Le principal, c'est un excès d'activité autour de la ruche. C'est vraiment ça qui va nous alerter d'un essaimage probable rapidement. Et là, c'est important effectivement, si on veut récupérer l'essaim, d'être présent et d'avoir le matériel prêt pour récupérer cet essaim. Ouais. Bon, ce qu'on peut dire, en tout cas ici à Toulouse, les essaimages arrivent entre fin avril et début mai. En gros, c'est la période. Et nous, on observe que toujours chez nous, alors peut-être ça dépend de comment elles sont exposées, s'il fait plus ou moins froid dans la région, mais chez nous, l'essaimage il va démarrer entre le début d'après-midi et le milieu d'après-midi, en gros. Voilà, c'est la période dans laquelle on a le plus de chances de les voir, ouais, quand il fait bien chaud. Ouais. Donc avoir sa combinaison, avoir récup essaim, des ruches prêtes qu'on a préparées pendant la saison d'hiver, que vraiment, dès qu'il y a un essaim qui est là, qui est disponible, aller le chercher parce qu'il reste en place entre 2 heures et une journée ou jusqu'à... Ouais, ça peut arriver qu'il reste plusieurs journées, mais voilà. Et alors peut-être on va faire on va expliquer la différence entre un essaim et une colonie, parce que je pense que c'est parfois un peu flou. Donc une colonie, ce sont des abeilles qui ont déjà construit, qui sont installées quelque part. Un essaim, c'est la période de reproduction. Donc la colonie va fabriquer des nouvelles reines qui vont partir chacune avec une partie de la colonie. C'est comme ça que les ruches se multiplient. Voilà, pas chacune, l'une d'entre elles. Voilà, l'une d'entre elles va partir, mais une colonie peut faire plusieurs essaims, pas forcément le même jour. C'est souvent à une semaine d'intervalle. Mais donc il y a l'ancienne reine qui part avec une partie de la colonie. L'essaim, ce sont des abeilles qui n'ont pas encore de logement. Donc elles vont se regrouper en une espèce de grappe, souvent accrochée à un arbre, le temps de trouver un emplacement où elles vont pouvoir construire. Et c'est un moment
ou on peut leur proposer un logement. C'est-à-dire qu'on ne va pas les déloger quand c'est comme ça. On leur propose un logement quand elles n'ont pas encore trouvé le leur. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un moment où c'est intéressant de pouvoir réagir vite parce qu'elles vont y rester relativement peu de temps. Voilà. Et donc quand elles sont dans cette grappe accrochée à un arbre, certaines abeilles sont parties en éclaireuse et vont revenir avec des idées d'emplacement. Chez nous, par exemple, elles font, en gros, elles se posent à une vingtaine de mètres de la ruche initiale. Donc on les récupère dans les arbustes à proximité ou dans les arbres. Et ensuite, on leur propose un logement dans une ruche varée. Voilà. Donc essaim, c'est une position d'attente. Et la partie de la colonie qui est restée dans la ruche d'origine, la reine donc est une reine vierge. Elle doit aller se faire féconder dans les jours qui suivent, les premiers grands jours de grand beau temps. Elle va sortir de la ruche, elle va faire ce qu'on appelle le vol nuptial. Elle va aller rejoindre des congrégations de mâles et se faire féconder par 10, 15, 20 mâles différents qui vont lui permettre d'engranger une spermathèque et de pondre des œufs fécondés pendant toute la durée de sa vie, qui peut être, dans le meilleur des cas, 4 ou 5 ans. D'où l'importance justement de laisser les mâles dans des ruches et pas mettre des cires gaufrées qui font que des femelles. Voilà. Ou de laisser les reines sortir, faire des vols nuptiaux, parce que c'est comme ça qu'elles reçoivent une génétique variée. Il faut voir que les abeilles, elles sont toutes demi-sœurs au moins, mais elles ont la même maman, mais elles n'ont pas toutes le même papa. Oui, les congrégations de mâles, c'est des rassemblements de mâles qui viennent de toutes les ruches de la région, du secteur, on va dire, qui se rassemblent dans le ciel, assez haut. Hein. On peut les entendre, mais on les voit pas. Ils sont peut-être à 100, 150 mètres de haut, on les voit pas, mais on peut les entendre. Ça m'est arrivé une fois à l'île de Groix, c'est assez magique de se retrouver dessous une congrégation. Merci, de mâles. La femelle va rentrer après, j'ai observé ça aussi, c'est fabuleux, va rentrer après à la ruche poursuivie par les mâles. C'est un spectacle magique. Ouais. Et même l'essaimage, c'est un spectacle magique. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a placé nos ruches qui sont vraiment contre le mur de la maison, au-dessus de nos chambres. Et en fait, on entend, on voit tout, on sait quand les essaimages vont avoir lieu. Donc des fois, on mange tranquillement et puis on dit « Ah, il y a un bourdonnement voilà, qui est inhabituel ». Et là, on regarde, on dit « Bon, bah, c'est le moment, on se prépare, on arrête tout ce qu'on fait, on se prépare pour aller après accueillir l'essaim ». Et en fait, c'est magique. Elles sont autour de nous, elles ont quelque chose à faire, elles sont concentrées, elles n'ont aucune agressivité. Oui, voilà. Elles sont très très douces à ce moment-là. En fait, chaque abeille est une ressource pour la colonie. Effectivement, elles partent chacune avec un petit peu de miel pour avoir le temps de construire, que la nouvelle reine puisse pondre. Il faut que les larves passent leur vie larvaire une vingtaine de jours avant qu'elles puissent sortir et elles-mêmes aller récolter du miel. Donc il faut que la colonie puisse tenir un certain temps. Donc, comme toutes les abeilles sont des ressources, elles sont très douces. Et bien que ce soit impressionnant, elles font du bruit exprès, je pense, pour qu'on ne puisse pas repérer la reine dans le nuage, pour que ça perturbe un peu d'éventuels prédateurs. Donc ça peut être impressionnant, mais en fait elles sont super douces. Et c'est très très agréable de les regarder, de regarder le nuage, de les voir se poser petit à petit, faire une grosse grappe. Et même on peut passer à côté de la grappe, être juste à côté. Nous on vient les prendre en photo quand elles sont en grappe. Bah, on n'a pas d'équipement à ce moment-là et il n'y a aucun souci. Elles sont très douces et c'est agréable de venir les voir de près. Et si jamais les gens n'ont pas d'essaim, il y a toujours des possibilités. C'est-à-dire que vous pouvez appeler par exemple la mairie de chez vous et dire si jamais vous entendez parler d'un essaim, à ce moment-là je suis prêt à venir le récupérer. Donc c'est une possibilité. Ensuite, on peut demander à un apiculteur qui est sympa, lorsqu'il a refait toutes ses colonies, s'il a des essaims qu'il souhaite offrir, c'est une possibilité. Voilà.
Et aujourd'hui, effectivement, il y a un marché aussi financier, ça coûte à peu près 200 € un essaim, mais un essaim, ça ne se vend pas, ça se donne. Sans compter que les essaims qui sont commercialisés, c'est pas du tout des essaims naturels. Voilà. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est que ces essaims-là sont des essaims artificiels, ils sont industriels, c'est-à-dire que la reine est tuée pour en faire d'autres, elles sont élevées à part, c'est mélangé à des colonies dont elles ne sont pas issues, elles sont mises dans les cages pour se faire accepter, enfin ça n'a rien de naturel, je ne sais même pas comment elles sont fécondées ou pas. J'ignore comment c'est. Insémination artificielle. Insémination artificielle, pour une abeille, bon, voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec un essaim naturel. Voilà, c'est un essaim naturel, lui, il va pouvoir être fort, être adapté à la nature. Un essaim artificiel, ben, vous avez toutes les chances pour qu'il soit faible, pour qu'il chope du varroa, pour qu'il soit à la proie des frelons. Et voilà, c'est comme ça que les industriels vendent les produits anti-varroa et tout ce qui va avec. En plus, si on le commande par la poste, l'essaim, il risque d'arriver fragilisé. Voilà. On connaît même des gens qui en ont acheté et puis la colonie est arrivée morte par la poste. Donc voilà, des essaims naturels, il y a toujours moyen d'en récupérer, se renseigner auprès des gens qui font de l'apiculture. Donc pour nous, même, il faut refuser les essaims artificiels. Il faut ne prendre que les essaims naturels. D'ailleurs. Voilà, et c'est pour ça que c'est bien de se mettre en lien avec un apiculteur, soit d'indiquer à la mairie qu'on est prêt à venir chercher un essaim chez quelqu'un qui en aurait dans son jardin et qui ne veut pas le récupérer, à qui éventuellement ça peut faire peur. Et récupérer un essaim, c'est comme l'apiculture, c'est aussi facile. Il faut juste apprendre comment faire. En gros, nous sur notre ruche varée, donc on a un élément de ruche, on a mis des barrettes et on vient découper, suivant où elles sont, si on peut couper la branche sur laquelle elles sont. Et avant, on prenait un seau, on secouait, mais on trouvait que c'était un peu violent pour les abeilles. Maintenant, on coupe la branche, on le met sur la ruche et on attend qu'elle rentre et on ferme. Voilà, et on le récupère. Et dès qu'elles sont rentrées, oui, on met le couvre-cadre. Voilà, parce qu'elles ont besoin de se sentir dans un endroit où elles sont à l'intérieur. Et quand c'est comme ça, ce sont elles qui décident de rester ou non, parce que l'entrée de la ruche est ouverte quand c'est comme ça. Et donc si l'emplacement leur convient, au bout de quelques minutes, il sort des abeilles qui vont se mettre les fesses en l'air et qui vont battre des ailes pour envoyer des phéromones et dire aux autres, ça y est, on a un endroit, vous pouvez venir. Et là, c'est aussi très très intéressant de voir les bouchons à l'entrée de la ruche de toutes les abeilles qui étaient encore dehors et qui arrivent et qui rentrent d'elles-mêmes dans la ruche. En fait, le paramètre pour savoir si on a bien récupéré un essaim ou pas, c'est justement voir les abeilles qui lèvent les fesses pour appeler les autres parce qu'elles leur disent que la reine est à l'intérieur. En fait, ce qu'il faut. Et qu'elles ont décidé de s'y installer. Voilà. Mais il faut que la reine soit dedans. Bon, de mon côté, j'aimerais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir des abeilles dans mon jardin, parce que moi, j'ai pas capturé d'essaim, je touche pas aux abeilles, j'ai pas de tenue, mais j'ai quand même une ruche qui est habitée et qui permet, entre autres choses, de bien polliniser mes arbres fruitiers. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est tout simple, c'est que déjà, j'ai installé plein de nourriture pour les abeilles, énormément de fleurs, que ce soit dans les arbres, dans les légumes ou bien simplement les plantes sauvages, entre autres. Après, j'ai installé une ruche dans un endroit qui me semblait être favorable. Pourquoi est-ce que cet endroit me semblait être favorable? Parce que quelques années auparavant, j'avais vu un énorme essaim se balader dans cet endroit. Il faut savoir que j'ai pas de ruche dans le voisinage. À ma connaissance, il n'y a pas de ruche vraiment très proche de chez moi. Donc c'est peut-être déjà un essaim issu d'une colonie sauvage qui vit dans un arbre, dans une rocaille, je ne sais où, qui est venu chez moi. Donc voilà, j'ai juste mis des fleurs partout dans mon jardin. J'ai installé une ruche dans un endroit sous un arbre à côté d'un point d'eau où j'avais déjà vu un essaim se balader. Et dès le premier printemps, après l'installation de la ruche vide, un essaim s'est installé
dans ma ruche et maintenant j'ai une colonie qui est bien implantée. Donc voilà, dans cette vidéo je voulais quand même mettre mon point de vue dans le sens où on n'est pas obligé de manipuler, capturer des abeilles pour en avoir. Parfois juste réunir les conditions idéales, ça suffit en fait. Et après au printemps aussi, ce qui est sympa pour les abeilles, c'est de mettre en place les plantes mellifères autour de soi, dans le jardin. Donc là c'est la période phare, donc il y a tous les arbres fruitiers du jardin. Ensuite on a les cornouillers mâles, qui sont les premiers, Cornus malus, qui sont les premiers à fleurir, ouais, en fin d'hiver. Donc on a les pruniers chez nous, surtout les pruniers mirobolants, on a des amandiers, on a les robiniers faux acacias aussi qui sont dans la forêt. Donc, ils arrivent plus tard, voilà, ils arrivent plus tard. Très, très mellifères. Et après les tilleuls plus tard, voilà. Ensuite il y a tout ce qui est plantes sauvages. Tous les arbres du verger déjà. Tous les arbres du verger. Au printemps, elles n'ont que l'embarras du choix. On a la trèfle, le pissenlit, le chicorée, la vesse, voilà. Et pour favoriser donc toutes ces plantes sauvages, dont certaines sont comestibles aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse des zones, on laisse pousser. Voilà, on ne tombe pas la totalité du jardin, on fait juste des passages avec la tombe. On tombe des chemins. Et le reste, c'est pour les abeilles. Et pour les insectes sauvages aussi, hein, parce que nous, on aime que ça vive. Les abeilles mellifères, pour nous, c'est un insecte sauvage parmi d'autres. On l'aime bien parce qu'il nous donne du miel, mais on aime aussi tous les autres. On aime les papillons, on aime les morosphinx, on aime les scarabées, on aime les bourdons, on aime, voilà, on aime tout ce qui s'installe dans le jardin. On passe beaucoup de temps à s'émerveiller, à voir quelques insectes dans toutes ces herbes. Et comme on disait avec Bernard dans une vidéo précédente, c'est qu'il faut être raisonnable sur le nombre de ruches à installer. Voilà. En apiculture plus classique, il y a un point qu'il faut être extrêmement vigilant au printemps, c'est justement la disponibilité de cette nourriture, puisque des périodes de mauvais temps qui durent un petit peu, 15 jours, 3 semaines de pluie non-stop, ça peut être la catastrophe pour une colonie même forte. Donc là, si vraiment l'objectif c'est de garder des ruches en production, ça peut être intéressant de nourrir les abeilles et en apiculture alternative. Donc je ne parle pas des ruches biodiversité en apiculture. On peut être amené à nourrir, à compléter l'alimentation des abeilles parce qu'elles ne trouvent pas dehors ce dont elles ont besoin. Par exemple, dans les Pyrénées, la floraison du châtaignier peut tomber fin juin, début juillet, peut tomber en même temps que des grosses périodes de pluie et elles peuvent passer complètement à côté. Et ça peut ruiner une colonie. Donc à ce moment-là, c'est bien de leur apporter un petit peu de miel, de leur miel qu'on a mis de côté, de celui qu'on a récolté. On ne va pas leur donner bien sûr du sirop ni du candy. On leur donne un petit peu de miel pour passer cette mauvaise période parce qu'il faut absolument préserver le stock de nourriture qu'elles ont encore pour arriver à récolter suffisamment de miel pour passer l'hiver qui s'approche. Mais le fait d'avoir plein de variétés dans le jardin, ça permet aussi que la floraison soit étalée, ça leur donne plus de possibilités d'avoir de nourriture. Voilà, comme ça elles ne sont pas tributaires d'une plante, elles vont en avoir tout le temps. Donc dès qu'il y a un rayon de soleil, elles vont forcément trouver quelque chose. Et pour conclure la vidéo, quel est le meilleur positionnement pour une ruche et quelle est la meilleure orientation? L'abeille est une espèce forestière, donc ça donne déjà un élément, tu vois, sur l'emplacement qui lui conviendrait le mieux. L'été, la ruche, elle a besoin d'ombre. L'hiver, elle a besoin d'un toit, d'une protection aussi. Donc sous les arbres, c'est très très bien. L'exposition est-sud-est, c'est une très bonne position pour faciliter le décollage et le démarrage des abeilles le matin tôt, donc pour qu'elles récoltent pas mal de nectar et de pollen.
Donc c'est une bonne situation, mais plutôt pour de la production. Moi j'ai observé, quand j'ai travaillé sur les ruches de biodiversité, j'ai observé que beaucoup d'abeilles vivant à l'état sauvage, les trous d'envol étaient orientés en exposition nord. Elles vont sortir plus tard le matin, plutôt dans la journée quand les températures sont élevées. Le matin, le soleil ne donnant pas sur le trou d'envol, elles ne vont pas se lever très tôt et elles ne vont pas bosser toute la journée. Donc elles vont plutôt une exposition nord n'est pas forcément mauvaise, ce que je veux dire. C'est pas l'exposition que choisiront les apiculteurs, c'est clair, mais c'est pas forcément une exposition mauvaise. Et ce qu'on a observé, ce qu'on voit dans la littérature des scientifiques qui s'intéressent aux abeilles mellifères vivant à l'état sauvage, c'est grosso modo, dans la nature, il y en a... L'orientation importe peu, parce qu'il y en a un tiers qui vont être sud-sud-est, un tiers au nord, un tiers... L'ouest rarement, parce qu'effectivement, dans nos climats, ici, ce sont les vents dominants froids et humides, donc ça, c'est une exposition qu'il faut éviter. Mais, et pour lesquels on a peu d'exemples d'abeilles vivant à l'état sauvage qui se sont installées dans ces conditions-là. Mais autrement, oui, nord, nord-est, est, sud-est sont des bonnes expositions. Pour les protéger du chaud et du froid, on a mis des bottes de foin contre. Voilà, mais idéalement, par exemple, là on a aidé à des voisins à installer leur ruche, on l'a mis sous un arbre, direction sud, et vu que l'été elles sont à l'ombre avec le feuillage et l'hiver, à ce moment-là il n'y a plus de feuillage, donc c'est ok. Mais l'hiver c'est important qu'elles aient du soleil aussi, et l'été qu'elles soient bien protégées. Et ce qui est important, c'est leur apporter un point d'eau à proximité. Donc nous on a une mare, et voilà, ça c'est... Oui, on se rend compte qu'elles y vont beaucoup à la mare. Oui. Et pas uniquement pour prendre de l'eau. On se rend compte, alors c'est une mare de biodiversité aussi, dans lequel on a mis du bois, on a mis des vieilles bûches, et on se rend compte qu'elles viennent sur le bois. Alors je ne sais pas ce qu'elles récoltent exactement, soit c'est des champignons ou des micro-organismes, mais elles prélèvent quelque chose à cet endroit-là, on l'a observé. Dans la mousse aussi, sur la mousse. Ouais. Et on n'a aucune abeille qui se noie justement dans la mare. Voilà, puisqu'on a mis ce qu'il fallait. Et puis il y a aussi les nénuphars qui flottent, des fois elles se mettent dessus. Elles ont ce qu'il faut. Voilà. Bon ben voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo où on parle d'abeilles et je vous dis à très bientôt. Évidemment, un immense merci à toutes les personnes qui soutiennent mon travail. C'est grâce à ça que je peux faire des vidéos sans aucune publicité, sans aucun placement de produit, juste pour le plaisir de partager avec vous. Merci beaucoup et puis ciao ciao.